Puis là, la date des prochains jeux n'est pas avancée, mais Oui, les dates là, sont tombées. Là. Ah oui, ils sont tombées? Ça, OK. ouais, c'est tout confirmé, là, ça. OK. Bon, ben j'ai mal fait ma recherche, coudonc. Ben non. Mais... Bonjour et bienvenue à l'émission. Cette semaine, on discute avec Charles Moreau, docteur en chiropratique et athlète paralympique. Alors, asseyez-vous confortablement et bienvenue au show de chaise. Excellent. J'ai mis la petite brindille. Tu peux reculer juste un petit peu, juste pour avoir nos 2 mètres. On est-tu à 2 mètres ici? À l'œil, ça y va. Et Charles, merci beaucoup d'être là. Merci à vous de l'invitation. Excellent. Dis-moi, toi, en 2018, tu as été victime d'un accident de la route. Ça t'a laissé paraplégique. 2008, oui. 2008, c'est ça. Je t'avouerais que quand je t'ai contacté, j'avais une petite crainte. Parce que je me suis dit, le show s'appelle Show de chaise. Toi, à cause de ça, t'es rendu en chaise roulante. Donc, je savais pas jusqu'à quel point c'était un sujet sensible. Ah, pas du tout. Il n'y a pas de problème avec ça. Parfait. Il y a eu cet événement-là, puis pas très, très longtemps après, tu as démarré une carrière d'athlète paralympique. Qu'est-ce qui t'a amené vers le sport, le parasport? À l'époque, au moment de mon accident, j'étais finissant au doctorat en chiropratique. Et puis, mais le sport, ça a toujours fait partie de ma vie depuis que je suis tout jeune, dans le fond. Là. Fait que, tu sais, j'ai joué longtemps ici avec l'Optimum au soccer, en sport d'équipe, au cégep, même affaire. Puis quand je suis arrivé à l'université, je me suis découvert une passion pour le triathlon, finalement. Donc, pendant les 5 années de mon doctorat, j'étais dans l'équipe à l'université. Mais le sport, c'était une partie de ma vie antérieure que j'ai quand même relativement facilement dans une réalité différente, mais après l'accident. Donc, je suis retombé rapidement dans la pratique du sport. Là, donc, et dans les aspects qui étaient de ma vie antérieure, c'était un qui était facile, mais qui m'apportait encore beaucoup de positif. Fait que c'est un peu pourquoi, surtout dans les premières années, là, dans les 2-3 premières années, j'ai concentré mes énergies là-dessus, honnêtement, là, pour justement me garder quelque chose de positif qui me nourrisse un peu, puis qui me fasse penser à autre chose que tout le restant de la réalité qui était chamboulé, puis ce que tu pouvais plus faire avant. En fait, j'ai jamais vraiment arrêté, tu sais. Puis ça a été quelque chose de super bénéfique aussi, là. Tu sais, j'ai eu la chance d'avoir vraiment un bon réseau de support autour de moi, que ce soit ma famille, que ce soit mes collègues avec qui j'étais aux études, qui à chaque semaine descendaient au centre de réadaptation, puis m'apportaient il me restait juste des travaux à faire, donc m'apportaient des notes de cours, ces choses-là pour que je gradue en même temps que tout le monde, finalement. Ouais. Là. Donc, tu sais, même si j'étais en réadap, j'étais occupé à quelque chose de constructif aussi en même temps. Mm-hmm. Fait que ça a été vraiment super parce que, je veux dire, quand t'es en réadaptation, t'es dans un centre puis avec tout du monde qui vivent un peu des réalités similaires. Là. Ouais. Fait que c'est pas toujours jojo, là. Non, c'est ça. Donc, d'avoir quelque chose de constructif sur lequel focusser dans cette période-là, ça a été super. C'est ça. Et le soutien d'un entourage aussi. Oui, tout à fait. Fait que, puis quand je suis sorti du centre de réadaptation, ben là, c'est là un peu que ma gang de ma famille de triathlon est embarquée un peu. Fait que, tu sais, tout de suite, j'ai eu mon accident en janvier 2008. Puis en juillet 2008, là, j'étais à la piscine de l'Expo à Trois-Rivières avec les gars avec qui je nageais là, dans le club. Puis on commençait à faire des essais de natation. Puis dans l'été, j'ai essayé le vélo en main aussi. Tu sais, fait que rapidement, là, mon objectif, ça a été de recommencer à faire du triathlon, mais du paratriathlon finalement. Là, ouais. Ça a été en paratriathlon, en parasport. Ça a été en quelle année ta première compétition? 2009. En 2009, ouais, fait que ça a été assez rapide. Ouais. L'été 2008, ça a été un été plus d'expérimenter les sports en tant que tel. Mm-hmm. Tranquillement, je me suis redonné un peu une discipline ou des habitudes là, similaires à ce que j'avais avant pour côté entraînement. Puis en 2009, juillet 2009, si je me trompe pas, mon premier triathlon, ça a été celui de Trois-Rivières. Okay. Puis ça a vraiment été un élément déclencheur dans le sens où
Ça m'a vraiment fait réaliser que j'avais encore du plaisir à pratiquer ce sport-là, qui était une passion maintenant, même si c'était d'une façon différente. Mm-hmm. Puis la deuxième des choses, c'est qu'il y avait quand même un certain potentiel côté performance, parce qu'à l'époque, dans le fond, j'avais un ami que je connaissais avant ça faisait 3 ans qu'il faisait du paratriathlon déjà. Puis bon, j'ai terminé 1 minute et demie devant lui, mais tu sais, j'ai comme pas eu de... Tu sais, j'étais déjà très en forme, puis tu sais, j'ai été peut-être 5 mois peut-être arrêté, pas trop de sport, tu sais, le temps de la chirurgie. Après ça, j'avais un corset pendant 3 mois, un corset rigide qui m'empêchait de bouger, fait que je pouvais pas vraiment m'entraîner. Je faisais des poids un peu au gym, là, mais that's it, là. Puis, fait que j'ai pas été arrêté super longtemps, là, fait que, tu sais, la forme est jamais vraiment partie, là, fait que ça a été aussi un point positif là-dedans, là. C'est ça, fait que t'as gardé cet entraînement-là, puis probablement une alimentation aussi saine. Progressivement, là, je te dirais que la première année, là, c'était pas, c'était pas mon focus, là, tu sais, je veux dire, non, c'est comme, non, c'est ça, tu sais, fallait se garder des petits plaisirs. Je mangeais peut-être mes émotions, là, mais c'est ça. Fait que, mais tranquillement, c'est revenu, là. Puis dans le fond, en 2009, à l'automne 2009, j'ai participé au championnat du monde de paratriathlon déjà là, en Australie. Puis c'est vraiment de là qu'est né un peu l'objectif ou le désir d'avoir des visées paralympiques, là, finalement. Là. Donc, ouais. Puis, là, tu parles justement de championnat du monde, de Jeux paralympiques, il y a des coupes du monde aussi. On regarde un peu le principe de ça, où est-ce que c'est des athlètes de différentes nations qui s'affrontent dans différentes disciplines, mais c'est quoi la différence des compétitions? Parce que ça reste le même principe quand même. Ouais, tu veux dire entre mettons, un championnat du monde ou un championnat mondial ou une coupe du monde? Ouais. Le nom est presque pareil en plus. Ouais. En fait, c'est que c'est comme sur circuits, en fait, les circuits able body, là, les même chose. Il y a toujours un circuit de la Coupe du monde qui se termine à la fin de la saison par un championnat du monde. Fait que, tu sais, ça va aussi avec un système de pointage. Les pointages ou les scores que tu vas obtenir en positionnement en championnat du monde valent plus que ce que c'est en Coupe du monde. Puis c'est toujours le point culminant un petit peu de la saison, le championnat du monde, où tu peux être certain que vraiment toutes les nations vont être là, alors que des fois, dans les Coupes du monde, ben tu as des nations qui peuvent en sacrifier pour X raisons. Là. Tu sais, des fois, c'est juste question côté de budget, finalement, la gestion de budget. Fait qu'ils vont décider de prioriser les Coupes du monde qui sont plus sur leur continent ou en Europe, alors que si on avait une Coupe du monde en Afrique du Sud, ben tu sais, il y a une coupe de pays qui viendraient pas. Fait que la représentation ou le niveau de compétition est pas toujours équivalent. Mais normalement, c'est sûr que ça reste un niveau relevé en Coupe du monde quand même, là. Ouais. Mais fait que c'est vraiment la distinction. Puis les Jeux paralympiques, ben ça, c'est aux 4 ans, là, tu sais, puis c'est tout plus gros, puis tu sais, je te dirais que même ça arrive que aux Jeux paralympiques, à cause des restrictions du nombre d'athlètes, parce que là, ça aussi c'est compliqué, là, c'est un système de pointage des 3 années avant les Jeux ou les 2 années avant les Jeux, chaque pays accumule des points, puis c'est le nombre de points qui vont déterminer combien d'athlètes masculins et féminins ils peuvent amener aux Jeux. Fait que ça va, tu sais, en Coupe du monde ou en Championnat du monde, on peut être 50 nous autres sur la ligne de départ, alors qu'aux Jeux paralympiques, on va être une vingtaine peut-être, là. C'est une quinzaine. C'est sûr que ça va être les 15 meilleurs. Mais tu sais, ça amène quand même pas le même spectacle ou même au niveau de la dynamique de course, ça amène une dynamique qui est différente aussi, là. Fait que c'est les distinctions. Puis comment tu t'es senti là à ton premier jeu paralympique quand tu es sur la ligne de départ là? On se sent comment quand on est là? On se sent fébrile. Écoute, c'est particulièrement, je pense, au niveau paralympique, en fait, c'est parce que tu sais, oui, on est pas mal moins visible au niveau médiatique et au niveau de la diffusion, mais tu sais, nos événements sont quand même moins d'envergure étant donné qu'on a un nombre plus restreint d'athlètes aussi. Fait que tu sais, quand on arrive dans un milieu de jeu
Pour nous, c'est décuplé x10 là, versus les athlètes des JO, dans le fond, qui sont quand même habitués à une certaine couverture puis à une certaine envergure, mettons, d'événements. Fait que pour nous, c'est juste encore plus grand. Là. Fait que c'est comme... non, le thrill puis la fébrilité là, sont à leur max. Là. Ouais. Puis ça doit prendre quand même une certaine préparation, tant mentale que physique. Cette préparation-là, est-ce que elle est constante vu que tu as toujours des compétitions ou si tu as des petits moments où est-ce que tu peux un peu plus respirer, mettons? Ben là, tu parles de la préparation en vue des Jeux ou en fait, je veux dire, parce que quand on est comme ciblé comme athlète qui a vraiment un grand potentiel de se retrouver au jeu, on tombe quand même dans il y a une préparation qui est un petit peu plus spécifique, là, dans le fond, qui servent à te préparer tant au niveau des médias, d'avoir une certaine expérience des médias, puis une certaine aisance, dans le fond, là. Ouais. Ensuite de ça, tu vas en avoir aussi qui vont... Fait qu'on est comme une répétition aussi, là. Ton aisance avec les médias, tout le kit, là. Ouais. C'est sûr qu'avec le temps, déjà dans ma profession, on a quand même certains outils de communication qui doivent être, certaines aptitudes qui doivent être développées, là, mais c'est sûr qu'avec le temps, on s'habitue. Ouais. Puis, dans le fond, on veut te préparer aussi à toute cette, on dit pression, là, mais tu sais, je veux dire, c'est toute une attention, finalement, de l'entourage, après ça, l'atmosphère, puis même la présence dans le village olympique, tu sais, ça amène certaines nouveautés, certaines excitations, mais tu sais, en même temps, on veut te préparer à garder un certain focus, puis de pas trop par tous les éléments extérieurs, finalement. Les médias sociaux, dans le fond, qui deviennent plus présents, le monde te demande plus de nouvelles. Tu veux donner plus de nouvelles, mais en même temps, il faut que tu gardes ton focus sur ce qui s'en vient, puis que c'est vraiment ça qui est le plus important. Puis après ça, finalement, tu te laisseras distraire ou tu profiteras de l'expérience encore plus. Là, mais il y a quand même un certain focus qui soit gardé. Puis, tu sais, c'est pas tous les athlètes qui réagissent de la même façon là-dedans au niveau de... Il y en a qui ça les rend plus anxieux, il y en a qui ça dérange pas, il y en a que, tu sais, fait que il y a une préparation aussi de ce côté-là que l'organisation essaye de nous inculquer, là, finalement, là. C'est pas toutes les disciplines qui ont la même visibilité non plus, qui ont la même pression. C'est sûr. Dirais-tu, vous, les athlètes paralympiques, vous êtes un petit peu dans l'ombre des athlètes olympiques? Ah ouais, ça c'est certain. Là. C'est notre réalité. C'est notre réalité. Ça tend à s'améliorer un petit peu au niveau des couvertures. Là. Je pense qu'à chaque jeu, il y en a de plus en plus. C'est souvent, dans notre cas, c'est souvent plus sur les plateformes web. Là. Ouais. Je te dirais, au niveau du temps d'antenne, ça change pas beaucoup, là, dans le fond. C'est dommage, là, parce que, tu sais, je veux dire, quand même, les gens nous voient à 15 minutes au journal de 5-6 heures, puis that's it, alors que au JO, c'est 24 heures sur 24 pendant 2 semaines, là. Ouais. Fait que, tu sais, même que nous, à Rio, tu sais, j'avais des gens ici qui avaient loué une salle au Galaxy, là, les gens de Sanimark, là, puis avec tous mes partenaires, finalement, là, qui me suivent depuis plusieurs années, qui avaient loué une salle au Galaxy pour comme diffuser ma course en direct. Puis la diffusion des sports extérieurs, finalement. Donc, le paracyclisme, la voile, je pense, l'équitation. Mais bref, tous ceux qui demandaient, je pense que c'est une question de relais satellite. Là, fait que pour diffuser live une moto qui te suit, il faut qu'il y ait un relais, puis après ça, c'est diffusé sur le web. Là. Ouais. En tout cas, fait que c'est des services dans lesquels ils ont coupé. Là. Fait que j'avais appelé mon monde, puis j'aurais dit, canceller le projet du Galaxy, là, ça va être un écran noir d'attitude. On nous a encore moins vus à cause de ça, là, mais bon, je pense qu'à Tokyo, les Japonais sont assez organisés, là, puis il n'y aura pas de surprise vraiment. Je pense que ça va être une expérience différente. Ouais. Avant de parler des Jeux de Tokyo, justement, je me demandais, toi, dans la discipline
dans laquelle tu es, du vélo à main, ça te prend quand même un vélo qui est à la fine pointe de la technologie. C'est sûr, ouais. Jusqu'à quel point ça a évolué, cette technologie-là, depuis tes débuts? Ça évolue continuellement, je te dirais, à chaque... avec mon expérience, mettons, des 10 dernières années, là, je te dirais qu'à chaque 2 ans, ça devient pertinent de changer de vélo, là. OK. Parce que ça évolue tellement rapidement que, tu sais, c'est pas un sport qui a autant d'âge que le cyclisme normal, là. Donc, il y a encore beaucoup de recherche et développement qui se font. Puis qui, pas à chaque année, il y a de la recherche qui se fait à chaque année, mais de là à dire est-ce que ça vaut l'investissement, les changements qui ont été faits, plus ou moins, mais avec l'expérience des dernières années, je te dirais qu'aux 2 ans, il y a des changements significatifs. C'est quand on fait de la recherche sur les différents matériaux textiles, puis que, bon, tu gagnes, mettons, 2 watts ou 3 watts à 40 km/h par rapport à la résistance au vent, puis tout ça, ben ça devient significatif. Ouais. Faut vraiment avoir l'attention aux détails, puis il n'y a rien qui doit être laissé au hasard. Non, c'est ça. Ben, tu sais, là, tu vois, en janvier 2020? Oui, c'est cette année. En janvier de cette année, là, j'étais en Angleterre. On était 2 athlètes là, avec les coachs. Puis là, on était dans un test tunnel. Là, fait que des tests d'aérodynamisme. Là, fait qu'on validait certaines composantes sur le vélo. Ça, c'est quelque chose qu'on fait aux 4 ans. Là, l'année des Jeux, on va investir là-dedans pour valider les outils qu'on va avoir puis mettre les chances sur notre bord. Là. Puis tu parlais justement de janvier 2020. Avant d'embarquer dans le sujet dont on parle sans arrêt, la pandémie bien entendu. Ouais. Ton hiver 2020, le janvier-février, ça cette année? Ah, écoute, on était, je te dirais, l'année olympique était enclenchée à plein. Là, tu sais, je te dirais depuis décembre, on était, on commençait à sentir justement concrètement que les Jeux s'en venaient, puis là, on était comme dans la fébrilité de l'année olympique un peu là, fait qu'on savait que chaque étape de préparation était en vue de piquer au mois d'août cette année, là, puis de se déplacer à Tokyo. Fait que, tu sais, en décembre, on a eu un camp de 2 semaines à Tucson, en Arizona. En janvier, j'ai été 1 semaine en Angleterre, justement, pour ces tests-là. Après ça, fin janvier, début février, j'avais un autre camp de 2 semaines en Floride parce qu'on faisait plus de volume un petit peu cette année en préparation de ça. Puis quand la pandémie a commencé, ben là, on était dans un camp de 2 semaines à Hawaï. Fait que on a roulé 3 jours à Hawaï puis on est revenu. OK. Parce T'en que as fait du millage? Ouais. À Hawaï, c'était comme le début du camp, là, mais c'est... Ouais. Ben, d'habitude, je le fais tout à l'intérieur, ce millage-là. Fait que c'est sûr que c'est plus agréable de le faire à l'extérieur, là, mais... ouais. Et puis là, notre sujet préféré, la pandémie. Mars 2020 arrive. Ouais. Ici, au Québec, on commence le confinement. Ça a pris combien de temps avant d'avoir la décision de Tokyo de reporter les Jeux? Je crois... Je dirais fin avril, début mai, mais c'est sous toute réserve, là. Mettons début mai. Okay. Je pense qu'on a commencé à avoir des réponses ou des déclarations officielles, mettons, du comité olympique international ou paralympique international, puis l'organisation des Jeux, à savoir, il était question, est-ce que ça va être annulé? Est-ce que ça va être reporté? Est-ce que ça va avoir lieu, mais avec des mesures particulières, dans le fond, par rapport à la pandémie? Puis, à un moment donné, ben c'est ça, la décision est tombée. Une décision de report. Fait que, tu sais, dans mon cas, tu sais, oui, il y a une petite période d'incertitude quand même. Ben, il y a une période d'incertitude, oui, à savoir si ça allait être cancellé. Ben là, tu sais, ça aurait été vraiment plus difficile à accepter. Là. Finalement, tu sacrifies 4 ans, puis fait que un report pour moi, puis je pense que c'est une bonne partie des athlètes, c'était finalement une année de préparation de plus. Là. C'était pas dramatique. C'est sûr que cette année, c'est particulier aussi là, tu sais, d'essayer de...
il a fallu user de créativité, là, puis l'organisation, les entraîneurs, puis Sport Canada, Cycling Canada, je pense qu'ils ont quand même fait un bon travail de ce côté-là pour essayer de trouver des trucs pour garder les athlètes motivés, stimulés, malgré le fait qu'on n'ait pas de compétition internationale qui ait lieu, dans le fond, là. Fait que, tu sais, c'est pas... Moi, j'aime bien avoir une année après jeu qui est une année plus relaxe, puis moins de pression, moins de nécessité vraiment de performer à tel niveau, à telle date finalement, là, tu sais, que ce soit un petit peu plus lousse, là, si on veut, là. Mais là, cette année, c'est pas une année comme ça, là, tu sais, finalement. C'est comme, oui, on n'a pas de course internationale proprement dit, mais c'est une année où la préparation est tout aussi importante, puis essayer de bénéficier là pour arriver encore une coche plus l'année prochaine. T'sais. Fait que c'est une année où on peut se relâcher vraiment. Là, non, c'est ça. C'est sûr que la pandémie ou principalement la période de quarantaine, là, le 3 mois qu'on a eu plus intense, ça n'a pas été nécessairement facile ou aussi productif qu'au temps d'entraînement par la force des choses. Là, mais c'est ça. Je pense que la forme est bonne plus que je pensais, mettons, à ce stade-ci de la saison. On a eu 2 camps à Bromont avec l'équipe là, dans les dernières semaines. Là, fait que ça permet un peu justement de se challenger entre coureurs, même si on est tous des coureurs canadiens, mais on n'a pas de course, ben fait que faut se challenger entre nous autres pour essayer d'augmenter le niveau de là, le plus possible. Fait que ça, c'est cool que ça recommence progressivement. Là, ben oui, c'est ça. Ouais. Puis là, la date des prochains jeux est pas avancée, mais oui, les dates là, sont tombées. Là. Ah oui, ils sont tombées? OK. J'avais l'impression qu'ils hésitaient encore entre printemps et été. C'était pas trop sûr. Non, c'est tout confirmé. Là, ça. Nous autres, c'est les mêmes. Je pense que moi, je cours la première semaine de septembre. Là. OK. Ouais. OK. Le calendrier est supposé être en ligne, là, je pense. Là. OK. Bon, ben j'ai mal fait ma recherche, coudonc. Ben non. Mais dans la vie d'un athlète, une carrière sportive, c'est quand même assez court. D'avoir un an comme ça, un peu en latence, ça représente quoi pour toi? Ben, écoute, la vie d'un athlète, c'est quand même assez court. Tu sais, en fait, c'est parce que souvent, en fait, on va parler du parcours traditionnel d'un athlète olympique, là. Mm-hmm. Mais tu sais, la réalité d'un athlète olympique et paralympique sont souvent différentes, là, dans le sens où un athlète olympique souvent va se retrouver aux Jeux, va avoir 16, 20, 25 ans, puis sont aux études en même temps. Fait que, tu sais, quand tu es aux études en même temps, 1 an, c'est quand même beaucoup. Là, tu sais, est-ce que je prends 1 an de pause ou c'est 1 an où finalement je prévoyais graduer l'année après mes Jeux, qui est une année aussi peut-être plus importante au niveau ou plus exigeante au niveau scolaire et tout ça. Fait que ça peut venir vraiment brouiller les cartes un petit peu, je pense, pour un athlète qui a un développement traditionnel, là, si on veut. Mais, tu sais, nous autres, souvent, c'est ça, on est dans une réalité différente. Là, je veux dire, moi, j'ai gradué avant mon accident ou avant mon parcours paralympique. De ce côté-là, je savais pas mal où je m'enlignais. J'ai une famille maintenant, j'en avais un athlète olympique a rarement des enfants dans son développement pendant qu'il est dans sa période plus intense ou sa période de jeu. Fait que c'est vraiment des réalités différentes. Puis nous autres, moi, personnellement, ça n'impacte pas vraiment le restant des choses, là, je te dirais. Là, d'avoir 1 an de préparation de plus. Tu sais, j'avais pas de projet majeur pour fin 2020, finalement, de dire, bon, ben je fais mes Jeux en septembre 2020, puis après ça, j'ai ça de couler dans le béton, puis là, finalement, tu sais, il faut que je me revienne de bord. Puis, dans mon cas, c'est pas ça. Peut-être que ça l'est dans le cas d'autres athlètes, là, tu sais, je pourrais pas te dire. Là. Ouais. Mais de mon côté, là, c'est pas... Puis, si on va sur ton site web, tu as maintenant un podcast sur différents aspects de la vie sportive. Tu fais des conférences aussi. On a parlé de la chiropratie aussi. Tout ça prend aussi un peu d'espace dans ta vie à l'extérieur de ta carrière sportive. Donc, est-ce que tu prépares un peu ton après-carrière?
Je sais pas si je peux dire l'après-carrière parce que dans ce que j'envisage, c'est pas nécessairement de remplacer totalement la pratique du sport, plus que de me nourrir, de me nourrir de d'autres choses aussi, tu sais, parce que ça fait un bout de temps que le sport, c'est comme pas suffisant pour moi, dans le sens où, tu sais, je regarde des avenues qui touchent un petit peu à ma profession, là, soit, là, je suis en train de regarder peut-être pour commencer une maîtrise, puis avoir un contact avec le milieu de la recherche. Est-ce que c'est quelque chose qui me nourrirait de façon suffisante ou dans lequel je serais à l'aise pour justement l'après-carrière ou même à temps partiel pendant que je suis encore dans le sport? Est-ce que j'aimerais ça, dans le fond, finalement? Mais définitivement, au niveau de... Il manque un peu de stimulation cognitive là, ou de défis professionnels, je trouve, à l'extérieur du sport, ce qui fait que, tu sais, pendant la pandémie, là où tu te ramasses que t'as plus rien, dans le sens que, tu sais, non seulement j'ai comme un manque, je pense, professionnel, je trouve que qui se fait sentir depuis un certain temps. Ben là, en plus de ça, ta carrière professionnelle est comme sur pause, il y a comme plus rien qui se passe, tu sais. Fait que dans cette optique-là, c'est quelque chose que j'ai trouvé plus difficile à gérer aussi pendant la pandémie. J'avais comme 4 journées, mettons, de bon training qui étaient encourageantes, puis 4 journées avec rien du tout parce que, tu sais, je voulais pas partir 3 heures sur mon bicycle pendant que j'étais avec mon gars, là, tu sais. Fait que tous les devais tricoter avec ça pendant la pandémie, c'est bien évident, mais fait que de ce point de vue-là, ça a quand même été pas nécessairement facile ces 3 mois-là. Puis là, c'est ça. Fait que ces réflexions-là étaient d'autant plus présentes là, à cause de, oui, absolument. dans le contexte. Là. Puis, ça nous fait comprendre que vous autres, les athlètes, vous n'êtes pas juste des machines qui êtes là pour faire du sport, vous êtes des humains puis vous avez une vie à l'extérieur de ça aussi. Ça englobe tout ça. Oui. Et sur ta page Facebook et sur ton site web, on a aussi tous les détails pour ta campagne de financement en vue des prochains Jeux. Oui, campagne de... Ben là, en ce moment, les détails sont pas là parce qu'on sait pas trop de quelle façon on va faire ça cet automne. On va tenir les gens au courant, là, mais ça va être quoi les mesures, ça va être quoi les règlements côté tenue d'événements cet automne, on le sait pas trop dans le fond. Là, fait que c'est vraiment plus ça. Là, fait que je te dirais probablement début septembre, on va savoir un petit peu plus vers quoi on s'enligne. Fait que ça va être quoi les besoins, puis ça va être quoi les possibilités cet automne, on ne sait pas trop, mais on va mijoter là-dessus un petit peu. Excellent. Bien, on va suivre ça avec beaucoup d'attention. Merci beaucoup. Merci à toi d'avoir été là. Ça fait plaisir.